Bonjour, c'est Samer Rebecca. Bienvenue au Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle de l'Ultra Énergie. C'est un mot que vous entendez souvent quand je vous parle des produits NAC, mais c'est pas juste le nom des différents produits. L'Ultra Énergie, c'est la petite révolution de NAC qui fait que chaque produit contient tout ce que vous avez besoin pour aller au bout de vos défis d'endurance. L'Ultra Énergie, c'est une technologie développée par NAC qui repose sur 3 piliers. Un mélange de glucides naturels simples et complexes pour éviter les chutes de sucre, des protéines complètes et durables avec des BCAA naturels pour réduire la fatigue musculaire et optimiser votre réserve de glycogène, et finalement, un mélange d'électrolytes pour reconstituer les minéraux perdus par la transpiration. Que vous choisissiez les bars, les gaufres, les drink mix, les nouveaux gels ou les purées, vous pouvez être certain que vous allez retrouver tout ce que je viens de vous décrire. Je vous confirme qu'en plein milieu d'un ultra, c'est bien le fun de ne pas avoir à faire des calculs mathématiques dans sa tête pour penser à ce qu'on doit manger, puis juste prendre le produit Ultra Énergie qu'on a le goût de manger. Passe ta commande sur le nac.com et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 192e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un coureur, d'un passionné de plein air, mais également un photographe, un passionné d'astronomie qui réussit à combiner toutes ces passions-là ensemble. On va le découvrir. Samer Rebecca, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci beaucoup. Bonjour. C'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on parle. Je pense que ça fait plus d'un an qu'on échange des messages. Je me rappelle pas comment cette première discussion est arrivée, mais moi, je regarde ce que tu crées comme contenu. Je regarde les photos que tu prends, mais surtout, j'imagine les histoires, les aventures derrière. Puis, je suis convaincu que ça va faire un bon épisode. On va avoir beaucoup de choses à jaser. Mais c'est un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va bien, super. Et toi? Ça va super bien. Tu nous parles de où aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis à Chelsea, Gatineau, chez mon frère en visite, parce que la petite, elle avait une petite pièce de théâtre que j'assiste. C'était merveilleux. Puis voilà, normalement, je suis entre Montréal et Mégantic, mais voilà, aujourd'hui, je suis à Gatineau. Une Puis belle j'ai région. compris que tu en avais profité tant qu'à être à Gatineau pour aller prendre de l'achat local, une bière locale. Oui, absolument. Je prends ça de Chelsea Co. C'est un Citra Galaxy. C'est une époque. Vraiment bon. Ça fait penser à l'été qui s'en vient. Ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup de... Ouais, En ça plus, parle. est-ce que le nom de la bière était choisi? Parce que là, on va parler d'astronomie, qui est un sujet que, en 192 épisodes, j'ai jamais abordé. En tout cas, pas avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment beaucoup. Mais là, le nom, c'était quoi? La galaxie, c'est ça? Oui, en fait, Citra Galaxy. En fait, c'était directement, tu sais, mes yeux ont comme, j'étais en train de checker pour une bière, puis je suis comme, une Citra Galaxy, c'est quoi ça, tu sais? Ça m'appelle direct, des trucs comme ça. Donc, c'est une NEPA, c'est vraiment bon. J'approuve, je dirais. C'est une bière qui te fait penser vraiment à l'été parce que c'est des amertumes vraiment. Il y a dedans du citron, de mangue, de pêche et fruits de passion. Vraiment bon. Intéressant, on se met en mode estival, ça s'en vient, il commence à avoir des belles Ça journées. s'en vient. C'est cool. Moi, de mon côté, je suis toujours avec une bière Noctem, une microbrasserie de Québec, toujours dans la thématique chat. Hein, on se rappelle, Noctem ont toujours un beau chat dessus. La bière s'appelle Donner sa langue. Bon, on comprend qu'il y a une thématique ici. C'est une double IPA. Moi, je suis un grand fan de IPA, de double IPA. Je suis très vendu à la double catnip de Noctem. Fait que là, j'ai hâte de voir si la Donner sa langue va compétitionner la catnip. Je vous dis ça à la fin de l'épisode. Samer, cheers, merci d'être là. Cheers. Donc, je le disais, on a beaucoup de sujets à aborder parce que... Pardon, un chat dans la gorge, hein? Jeu de mots. Un petit chat dans la gorge, il est sorti, on est prêt à commencer. C'est ça, je le disais, dans ton histoire, il y a la course, il y a le plein air. Il y a, à travers cette passion-là du plein air, la découverte de l'astronomie, de la photographie, qui ne sont pas que des passe-temps, c'est devenu un mode de vie, c'est devenu une entreprise. On pourra jaser de tout ça, mais j'ai le goût qu'on commence à la base. Parle-nous de toi, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené au Québec, puis après ça, je pense qu'à travers ton histoire, on va découvrir toutes ces passions-là qui se sont greffées pour former la personne que tu es.
Ouais, ben absolument. Moi, je suis donc d'origine libanaise. Je suis né au Liban, dans une ville située dans les montagnes, à peu près à 900 mètres d'altitude. OK? Donc, on parle de, tu sais, au Liban, c'est au Moyen-Orient, il va faire chaud, mais quand tu es dans une ville montagneuse, on s'entend qu'il y a les 4 saisons, la neige et tout ça. Grandi là-bas, je pense que j'étais tellement passionné par la montagne elle-même. Tu sais, depuis que j'étais jeune, j'étais toujours avec des amis, partir dans la montagne, à explorer, tu sais, se balader en vélo, jouer ensemble, tu sais, quand on était très, très jeunes, mettons. Puis à travers de ça, puis un peu comme, je dirais, si on prend un exemple standard, tu cherches ou bien un docteur, un avocat, un ingénieur, quelque chose comme ça. Tu sais. J'étais tellement, depuis que j'étais jeune, j'étais tellement intéressé par tout ce qui est comme, comment je peux dire ça, électronique ou, Mhm. mettons, la radio, tu sais, connecter deux pièces de speakers ensemble, faire des trucs comme ça. Donc, surtout dans la programmation des trucs. Donc, je me suis lancé depuis que j'étais jeune dans la programmation. J'ai appris moi-même la programmation de sites web à l'âge de 14, je Oh, pense. wow. Du coup, ça m'a poussé dans cette direction d'études. Et à partir de ça, tu sais, la seule chose que je faisais en termes de plein air, c'était le basketball. Au Liban, on a comme deux sports nationaux, on peut dire ça, où on a le foot, le soccer, puis le basketball. Puis durant cette époque-là, en fait, le basketball était très populaire dans le pays parce qu'on jouait des tournois vraiment, on a gagné le championnat arabe, ensuite d'Asie, le Liban était devenu un pays qui commençait à être connu pour le basketball. OK. Donc, ça m'intéressait tellement depuis que j'avais, je pense, 8 ans, jouer au basketball tous les jours. Donc, c'était ça la seule chose que je fais en termes de plein air. Puis de l'autre côté, voilà, j'étais plus dans le mode de vie un peu standard. J'étudiais en ingénierie d'informatique. Puis j'étais absolument, Beyrouth, c'est une ville qui fête tous les soirs. Mhm. Donc, je sortais en moyenne 4, 5 fois par semaine. On parle de sortie, tu sais, tu sors dans un bar après le travail, tu termines ta soirée à 3 heures du matin, tu bois beaucoup, tu fumes beaucoup, je fumais beaucoup durant cette période. Puis, parce que en fait, le tabac n'était pas trop cher là-bas, pas du tout, en fait, c'était comme une pièce. Oh, wow. Euh, puis voilà, puis ton entourage, c'était un peu ça. Donc, j'étais pas vraiment, le seul sport que je faisais, c'était du basketball. Puis à travers tout ça, j'étais un peu attiré par tout ça parce que tout le monde le fait. C'est comme Ouais. rendu comme quand tu es adolescent, quand tu es jeune, tu es attiré par ça pour peut-être appartenir à un groupe ou tu sais, faire des connaissances, tout ça. C'est une Euh, période aussi, souvent, les études où c'est exact. propice à ça. Puis je pense que il y a plein de raisons qui expliquent ça, mais ça fait partie. Tu sais, je veux dire, tu parles à du monde. La plupart des gens ont eu une période comme ça qui a duré des fois de courte, de moyenne ou malheureusement parfois de longue durée, mais ça fait partie, je pense, du moment où on se crée comme humain, d'avoir cette espèce de moment-là où ça devient légal de le faire, ça devient, tu sais, t'as du plaisir, puis tu te crées des cercles sociaux à travers ça. Donc, tu finis par t'entourer de gens qui te ressemblent. Puis, je ne veux Ouais. pas généraliser, mais il y a beaucoup de gens qui ont ça dans leur parcours à un moment ou à un autre. Puis, on se définit comme humain. Tu sais, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, c'est une période Exact. charnière dans la vie. Ouais. Puis, tu regardes, c'est rare que les gens qui faisaient quelque chose à cet âge-là, aujourd'hui, font exactement la même chose. Tu sais, c'est un passage obligé, mais on finit par en sortir. Exactement, ben c'est ça. Puis, tu sais, j'ai commencé à faire d'autres trucs. C'est sûr que je vais pas juste vivre ma vie comme ça, là, mais je faisais du snowboard. Puis aussi, c'était cool. Tu sais, on a la neige et tout, donc on s'amuse l'hiver. Mais à travers tout ça, en fait, j'avais, je pense, je veux dire, entre 18 et 22. J'ai commencé à sentir, en fait, comment j'ai commencé à sentir au début, c'était durant mes sorties de snowboard, je pense, je me suis senti tellement essoufflé. Tu sais, on s'entend, tu descends, là, tu fais quand même de l'effort physique, mais c'est pas comme une course, c'est pas la même chose. Donc là, j'ai eu un moment, je sais pas comment j'ai décidé, je pense que c'était une soirée, une sortie de snowboard qui m'a fait penser à que, ben, faut que j'arrête la cigarette parce que c'est ça qui vraiment me ralentit tellement. Puis j'ai essayé de l'arrêter. En même temps, je continuais à sortir dans les bars et tout. Donc, j'avais toujours, tu sais,
on boit plus l'alcool, mettons, là-bas, ou moins de bière là-bas, mais plus, mettons, du whisky, du rhum, l'alcool un peu plus fort. J'avais un verre dans une main, une cigarette de l'autre main, puis j'étais dans les soirées tout le temps, mais j'ai arrêté d'allumer la cigarette. Donc, la première OK. étape, c'était comme, OK, j'arrête d'allumer. Puis, tu sais, les gens te trouvent comme ça, puis ils essaient de t'allumer la cigarette, puis non, non, j'essaie d'arrêter, puis ça a fonctionné. En fait, j'ai réussi à arrêter de fumer à l'âge de 26. OK. Mais ça continuait que mon style de vie a pas trop changé. J'étais Mhm. toujours, OK, je sortais, tout ça, puis j'essayais d'explorer d'autres choses. Puis à un moment donné, à force de connaître du monde au Liban, on se connaît tous ensemble, puis tu sais, je connaissais du monde qui possédait des bars ou des clubs, tout ça. J'avais un ami, en fait, qui était en voyage en Chine. Puis moi, j'étais tellement intéressé, comme j'ai dit avant, par tout ce qui est technologie, tout ça. Donc, je jouais un peu aux jeux, mettons, dans les, comment on appelle ça, les cafés d'Internet, là, Ouais. comme Half-Life, je pense, Counter-Strike, ça OK. s'appelait. Puis j'ai comme, OK, ben j'ai envie de faire une carte de ma ville sur ce jeu-là. Donc, j'ai besoin d'une caméra. Donc, c'est comme ça que ça a commencé l'idée d'avoir une caméra au Et début. c'est un jeu que tu pouvais créer des maps ou tu le faisais directement dans le jeu? Ben, il y avait un autre logiciel pour créer OK. une map pour ce jeu-là. Puis, dans le OK. fond, le jeu, tu vas jouer avec comme une dizaine d'autres personnes. C'est deux équipes. Tu vas essayer de tuer l'autre équipe. C'est un peu un jeu comme ça. Puis, tu alternes. Il faut collecter plus de points. Puis, c'est un peu ça. OK. Donc, j'ai acheté une petite caméra. Je pense, que c'était en 2000, je dirais peut-être 2005, 2006, peut-être. Une petite caméra vraiment très petit, digital, avec un petit écran de 1 pouce. Voilà, c'était ça ma première expérience à date, à vie, je veux dire, avec une caméra. Puis je suis comme, oh, j'aime ça, c'est comme prendre des photos. Puis j'ai créé la map à la fin, puis c'était installé dans plusieurs Internet cafés, mettons, dans le pays. Puis les gens utilisaient la carte, c'était cool. Mais les gens qui me savaient que j'avais une caméra, qui sont des amis à moi qui ont des bars et tout, ils m'ont demandé, ben, est-ce que tu as une caméra? On aimerait bien c'est mettre des photos du monde qui sortent sur Internet. Ça, je pense que c'était même avant Facebook a Ouais, c'est devenu ça, un c'était truc. l'époque pré-médias sociaux où je me rappelle, c'était pareil au Québec. Ça, Les bars avaient des photographes officiels, puis le lendemain voilà. que tu allais dans un bar, allais chercher les photos, puis souvent tu étais un peu déçu de ce que tu trouvais parce que. Ouais, Mais ouais, je ben, comprends. Ok, fait que tu t'es mis à photographier dans les bars pour tes potes qui possédaient des bars. tout à fait. Puis j'ai passé d'une petite caméra comme ça à une autre un peu plus semi-pro qu'un ami à moi était en Chine en voyage. Il m'a dit, ben, je suis en voyage, je peux t'acheter une caméra. C'était vraiment moins cher que le Liban. Donc, je suis comme, OK, let's go. Je connaissais rien dans la photo. Zéro. Absolument. Zéro. Donc, j'ai acheté cette caméra, puis j'ai commencé à prendre des photos en mode auto du monde dans les bars. Puis les gens aimaient un peu ce que je faisais. Puis je suis comme, OK, c'est cool. Puis durant cette époque, je commençais à travailler dans la tech comme ingénieur en informatique. J'écrivais du code dans le fond pour créer un logiciel de comptabilité. Dans cette job-là, tu sais, j'ai un ami qui m'a dit, ben, t'as une caméra semi-pro, as-tu un trépied? Je dis, bah ouais, j'en ai un petit que je n'utilise pas vraiment, je peux. Il me dit, ben, je peux te montrer comment tu peux prendre des photos de la Voie lactée. Je suis comme, wow, OK, tu es sérieux? Genre, OK. je pensais que c'était un appareil, un équipement très comme sophistiqué ou spécial. Ça, je pense, la première photo avec lui, je pense que c'était en 2010. Donc, je me suis dit, ben, let's go, on va essayer. Je suis sorti avec lui. Il m'a montré quelques paramètres, il m'a expliqué le processus, puis il m'a parlé de groupes. Puis j'ai découvert qu'il y a en fait de groupes de photographes, des clubs de photos, comme une club de course, dans le fond. Ils se rencontrent une fois par mois ou une fois par semaine, puis ils vont aller sortir, prendre des photos ensemble, puis apprendre l'un de l'autre. Je suis comme, OK, c'est cool ça, parce que j'aime quand même être en montagne. J'ai commencé à faire ça, puis à force de faire ça, j'ai commencé à sentir de mieux en mieux dans cette bulle, dans cette vibe, puis s'éloigner de plus en plus de l'autre côté. Ouais. Tu venais de trouver un Euh, autre groupe dans lequel t'accomplir socialement qui était peut-être pas les mêmes cercles plus partés, puis tu découvrais des gens qui avaient une passion commune. Je trouve ça le fun que dans ton parcours, il y a ce côté-là très autodidacte. Tu dis que tu as appris le code par ouais, toi-même à 14 ans, tu as appris la photographie
à la fois autodidacte et à la fois collaboratif en étant, tu sais, en t'entourant de gens, ou en tout cas en te greffant à des gens, à des groupes qui avaient cette passion-là, puis tu t'es développé comme ça, comme photographe? Oui, tout à fait. Ben, la seule chose que j'ai appris, mettons, en université, c'était, ben, en fait, j'ai un diplôme de bachelor puis master's en ingénierie d'informatique, en computer software engineering, que j'ai pris, mettons, ça m'a pris 7 ans au total parce que je travaillais tout le temps dans le domaine depuis que j'ai commencé. Tu sais. J'ai commencé, euh, j'avais beaucoup de projets freelance que je prenais, tu sais, à temps individuel, mettons, puis en même temps avec les études et tout. Mais autre que ça, oui, tout ce qui est photo, puis on parle tantôt d'astronomie, c'était autodidacte, oui. Ouais. Donc, cette première fois-là où tu es allé, je suppose, en hauteur, ou en tout cas loin de la ville pour pas avoir la pollution de la ville lumineuse, puis tu as vu la Voie lactée, tu as vu que tu pouvais la capturer. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Ben, c'est vraiment un sentiment, si les gens ont jamais vécu ça dans leur vie, je tellement recommande qu'ils cherchent une façon de le faire partout dans le monde, parce que c'est vraiment, je sais pas comment le décrire, mais c'est un sentiment qui te fait penser que le monde, comme tu es une personne très petite par rapport au monde, puis il y a plein d'affaires dans le ciel qui se passent tous les jours, toutes les minutes même, tu sais. C'est vraiment immense, le ciel. C'est vraiment wow, genre, tu sais. Puis c'est, dans le fond, c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à pousser plus dans ça. C'est comme, ça m'a piqué tellement la curiosité que comme, OK, je vais aller encore voir c'est quoi. Je vais aller quand même comprendre c'est quoi. Puis au début, c'était pas l'astronomie, c'était plus la photo parce que j'étais très technique. Donc, j'étais très intéressé par la caméra. OK, ben, Mhm. comment je peux changer ces paramètres? Comment je peux apprendre à faire? Je Comment tu peux savais. mieux capturer, mais je Ouais, comprends que ce que tu voyais dans le ciel, c'était plus le sujet de ouais, ta photo ou le prétexte pour travailler techniquement sur ta photo. Tu étais ouais. moins dans l'observation astronomique du truc, là. Astronomique. Exact. Je comprenais pas trop. Je comprenais juste, mettons, juste peut-être voir le nord, puis ça s'arrête là. Mhm. Puis là, ça, c'était au Liban, donc on parle des années 2012, 2013, 2014 à peu près. Donc, j'ai commencé à sortir plusieurs fois là-bas. Ça tombe, je peux prendre une petite parenthèse pour raconter 2011. Ce qui s'est passé encore en même temps, c'est que durant cette période que je faisais ma transition, mettons, de une personne qui boit tous les soirs, puis qui sort beaucoup, qui aime ça fêter. J'aime toujours fêter aujourd'hui, c'est pas la même chose. Mais pour dire que à un moment donné, j'ai perdu un pari. Qui, le pari, c'était de courir un marathon. Donc, ma première, Une belle ma histoire première de brosse. donc, quand tu étais sous et tout, là, je ne me souviens pas de tous les détails. Je me souviens plus maintenant c'était quoi exactement le pari, mais j'avais, moi et une autre personne qu'on a perdu, on était deux personnes, qu'on jouait, on était avec un groupe d'amis, on était une quinzaine de personnes. Puis je suis comme, OK, ben, OK, le marathon s'en vient, je pense que c'était en septembre, puis c'était 3 mois avant que j'ai perdu. Donc, j'ai pris mon billet avec lui. Je suis comme, OK, ben, on fait du basketball, on court au basketball tout le temps. Parfois, on joue 3 heures non-stop au basketball. On est jeune, on a l'énergie pour courir un marathon. Fait qu'il y avait aucune Euh, préparation dans le sens où avant ce 3 mois-là, Zéro. tu sortais pas courir. Non, pas du tout. La seule course que je faisais, c'était le basketball. That's it. Genre, Puis je comment ça m'échauffais. s'est passé, ce marathon-là? Écoute, on a décidé, ben, au moins faire un entraînement. On a couru, à Beyrouth, je veux dire, c'est pas facile de trouver des terrains où tu peux courir facilement parce qu'on n'a pas des trottoirs larges et tout ça. Donc, tu dois courir. Parfois, il y a des voitures à côté de toi. Il y a quelques petites pistes qui sont disponibles pour courir. Maintenant, peut-être c'est mieux parce qu'il y a beaucoup de communautés maintenant qui courent au Liban. Mais ça, je parle de 2010 à peu près, 2011. Donc, ce que j'ai fait, j'ai préparé une seule fois. J'ai fait un 5 kilomètres avec mon ami. Et on était tellement fatigués après le 5 kilos. Je suis comme, OK, ben, je sais pas si on va le faire. Le jour arrive, on arrive là-bas, moi et lui, puis je suis comme, OK, est-ce qu'on le fait? Let's go. Ben, il y a plein de monde, la vibe est nice. Ça commence. Je commence à courir. J'arrive à premier 7 kilomètres, puis je suis fatigué. Mon ami était toujours à côté de moi. Là, il me dit, ben, écoute, je vais continuer à marcher, là, je peux plus courir. Je suis comme, OK, ben, moi, je vais continuer, j'ai encore du jus, là,
quand même continué. Donc, c'est la dernière fois que j'ai vu mon ami durant le marathon. Je continue un peu, je pense que j'ai fait un total de 10. Puis après ça, j'ai commencé à marcher, courir. À un moment donné, à un moment donné, durant le marathon, le trajet, en fait, ça faisait un U-turn, dans le fond. Ça va aller puis revenir de l'autre côté. Donc, je suis comme, OK, je pense que c'était dans les 30 kilomètres. J'étais comme vraiment tellement fatigué. J'ai décidé de couper puis à non, comment tu dis ça, disqualified, genre, Ouais, disqualifié. disqualifié. Euh, mais je me suis dit, ben, au moins, ça me rapproche au final. Je veux absolument que j'arrive au final. Puis là, c'est ça ce qui s'est passé. J'ai coupé, je pense, un 7 kilomètres en total. Puis j'ai continué à marcher, courir. Puis j'ai réussi à arriver à la finale. Puis tout le monde te cheer. Ils ne savaient pas que j'ai coupé quand même un 7 kilos. Puis là, tu sais, je regarde le temps, là. J'ai pris, je pense, 6h30 de temps Pour faire le 35 pour faire, quelques kilomètres. ouais. Puis après ça, écoute, j'étais tellement fatigué. Je pouvais pas même marcher. Euh, j'ai pris, je pense, 3 semaines pour récupérer tout ça. Mais mentalement, c'est comme la piqûre. Ouais, ok. Comme, wow, OK. Fait qu'un J'ai premier tellement, marathon qui se termine sans médaille, disqualifié, mais avec une, je veux dire, 7 fois plus longue, ta plus longue distance à vie à ce moment-là. ouais, Puis malgré tout ça, malgré les 3 semaines de souffrance, malgré l'agonie de 6h30 à alterner, courir, marcher, il y a eu une piqûre qui s'est faite à ce moment-là. tout à fait. Donc, depuis ça, c'est comme, j'ai commencé un peu à courir au Liban, des petites distances, tu sais, genre des 5 kilomètres, des 10 kilomètres. Puis, durant, dans mon travail de jour, j'ai rencontré des collègues qui courent aussi. Donc, je suis comme, ah, ben ouais, si je peux courir avec du monde, c'est cool. Donc, je continue à faire ça, tu sais, mais jamais osé faire plus que, mettons, 10 kilomètres. J'étais toujours comme, OK, on va courir, faire un petit 5 kilomètres, un 10 kilomètres, puis that's it. Puis durant ce temps, parce que voilà, ce qui s'est passé, ça c'était 2011, 2012, je commence la photo du ciel étoilé, ça m'a plus pris l'attention, puis c'est comme, OK, je suis là, dans ce monde-là, je vais apprendre la photo, comment ça se passe, tout ça. Donc après ça, voilà, j'arrive à peu près à 2014, 2015, j'ai appris beaucoup de techniques de photo, de ciel étoilé, puis c'est comme tout le monde mettons, qui est dans ce monde-là, c'est comme les aurores boréales, ça m'intéressait tellement. Ouais. Puis, OK, il faut que j'organise un truc. Puis j'avais un des amis dans le groupe de photos qui m'a parlé qu'il est allé en fait en Islande en 2014, puis il nous a parlé de son expérience, puis il faut aller là-bas. C'est la place pour les voir. Donc, on a commencé à organiser un premier voyage, puis on est parti, on était 6 photographes libanais qu'on est parti en mars 2015. Puis, je sais pas si tu as vécu un moment dans ta vie où tu te rappelles de la date et heure précise. C'était pour moi le 17 mars 2015, 6h30 l'après-midi. Je suis à Reykjavik. Euh, on était censé être 6 personnes pour arriver dans ce voyage-là. Dans les 6 personnes, il y avait 5 personnes, 4 personnes excuse, que je connais. Puis moi, puis la sixième personne, c'est une personne que mon ami connaît qui est libanaise, qui habite à Luxembourg. Donc, il venait nous rencontrer. Donc, je l'ai rencontré dans l'aéroport au début. Puis, on voulait aller souper en attendant que les 4 autres personnes arrivent. Donc là, on reçoit sur Messenger un message qui dit, bah, on n'arrive pas ce soir. C'est comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis là, un problème avec leur avion qui est parti du Liban. C'était un oiseau qui est rentré dedans. Ils Oups. ont fait un atterrissage urgent. Je suis comme, OK, ça c'était à peu près 18 heures. Après ça, je suis comme, OK, je regarde mon ami, est-ce qu'on va aller quand même voir les aurores boréales? Les gens, ils n'y arrivent pas ce soir, on va checker. On ouvre la carte de météo de l'Islande, puis de prévision d'aurore boréale, puis c'était zéro nuage sur toute l'Islande. C'était aurore boréale, le plus haut indice possible. Puis on était durant une nouvelle lune. Donc, t'as comme les conditions, genre, tu peux avoir mieux que ça pour les aurores boréales. Donc, depuis ça, j'ai eu cette soirée d'observation d'aurore boréale qui était magnifique et très magique, que j'ai raté toutes mes shots de cette soirée-là. J'étais comme tellement ébloui par ça, tu sais, c'est comme, le focus n'était pas bien, j'ai fait n'importe quoi, là. Mais tout ça, je suis comme, waouh, c'est ça les aurores, j'adore.
Puis c'est par là où j'ai commencé à penser, OK, c'est quoi ce sentiment qui sort? Comment je peux représenter ça dans mes publications sur les réseaux sociaux? Est-ce que je vais créer une page? Ouais. C'est par là que j'ai créé ce que j'appelle Zenderful, mon entreprise qui fait des escapades étoilées au Québec en ce moment et ailleurs, surtout pour les aurores boréales. Donc c'est un peu ça le trajet. Je sais qu'on a passé de mettons, basketball à bar, à photo, à astronomie un petit peu au Liban, et Mais je après trouve, je hors trouve ça fou à t'écouter comment il y a ces moments charnières-là dans le sens où tu sais, on se connaît peu, on s'est parlé Ouais, quelques fois, exact. mais je sens que cette passion-là du plein air, de la course, de la photographie, des aurores boréales, ça fait partie de la personne que tu es aujourd'hui. C'est tu sais, c'est ce qui te c'est quatre choses qui font partie de la définition de qui est sa mère. Puis c'est tous un peu des concours de circonstances. Tu sais, c'est un pari sous J'avoue. qui te mène à faire la course, qui te fait une journée d'enfer à tenter de faire un marathon, mais qu'il y a une piqûre qui se fait. La course, il y a une piqûre qui se fait, ça fait partie de ta vie. Le plein air, bon, tu grandis dans les montagnes au Liban, t'as ce côté-là, mais tu t'en éloignes. Puis là, il y a la photographie qui arrive un peu par hasard. Cette personne-là qui dit, viens, on va aller voir la Voie lactée. Ouais, Tout ça rentre ensemble, ces ingrédients-là, pour faire ce que tu es faire ce que je aujourd'hui. Puis c'est fais. beaucoup de concours de circonstances. Je trouve ça beau. Puis J'avoue. c'est très cliché de dire rien qui arrive pour rien. On entend souvent cette phrase-là qui veut rien dire, qui veut tout dire en même temps. Mais ton parcours, c'est un peu ça. C'est Ouais. quelques petits moments charnières qui se passent pour un concours de circonstances. Tu te ramasses à faire de la photo de ciel étoilé. Puis à t'écouter, je comprends que ce moment-là, le 17 mars à 6h30, c'est le moment où le ciel, ce que tu prends en photo, c'est plus juste le sujet pour ta passion de la photographie. C'est que là, il y a un changement majeur qui se fait. Puis Yep. le rapport est plus juste à la photographie, il est à le ciel, l'astronomie, tout ce qui se passe. Ouais, tout à fait. Tu l'as bien résumé. Euh, ouais, puis c'est ça qui m'a déclenché plus, je pense, la curiosité sur plein d'autres affaires. Donc, d'où un peu le projet de venir au Québec en 2016, en fait. Ouais, qu'est-ce qui a expliqué ce Euh, choix-là? Mais c'est ça, j'ai trouvé que il y a beaucoup de beauté partout dans le monde, surtout en termes de plein air, parce on s'entend, l'Islande, c'est un pays magnifique, c'est hallucinant ce pays-là, tu sens pas même sur Terre. Je sais pas si tu as jamais visité, mais c'est vraiment wow, genre comme espace. Tu te sens vraiment comme t'es pas sur la Terre, t'es sur une planète. Donc, ça m'a fait penser vraiment beaucoup à explorer plus. Puis, ce qui s'est passé, mon frère, en fait, il a immigré du Liban 3 ans avant moi au Québec, en fait, à Gatineau direct. Puis, ça m'a piqué la curiosité. Peut-être, OK, je vais aller checker c'est quoi Montréal. Puis, tout le monde m'a parlé dans ma boîte où je travaillais que oui, on a un bureau à Montréal, c'est cool. Moi, mon premier plan, c'était en fait aller à Paris parce que la même entreprise avait un bureau à Paris aussi. Donc, puis j'ai comme, OK, ben, je vais visiter les deux villes puis voir laquelle j'aime plus. Puis honnêtement, c'est ça, je suis arrivé à Montréal, j'ai passé juste une semaine à Montréal, j'ai adoré. Pareil, c'est comme, ça m'a moins parlé, je pense peut-être parce que je trouvais que ça me manque de plein air. Je me suis plus trouvé dans une ville pas très facile à sortir, peut-être. Je connais pas trop Paris non plus, donc c'est juste mon expérience que j'ai eue dans une petite visite là-bas. Ça demeure que le Québec, quand on entend parler, tu sais, j'ai travaillé longtemps chez Ubisoft, j'ai côtoyé beaucoup de Ah gens ouais, qui sont partis d'un peu partout dans le monde pour venir au Québec, puis quand tu leur demandes pourquoi tu as choisi Montréal, pourquoi tu as choisi Québec, il y a ce côté-là, je pense qu'on réalise peut-être pas comme Québécois, les gens qui sont nés ici, qui ont toujours vécu ici, que tu sois à Montréal, à Québec, à Sherbrooke ou dans des plus petites places, la proximité de la nature est partout. Tu sais, Québec, t'es à 15 minutes du centre-ville, t'es dans le fin fond des bois. Montréal, ouais, c'est un peu plus long, mais pas tant quand tu compares à des grandes métropoles européennes. Je veux dire, à Paris, si tu veux vraiment aller une expérience dépaysante dans le fond des bois, là, pas juste exact. un parc de quelques kilomètres carrés, mais vraiment un bois profond, des montagnes et tout, c'est beaucoup plus loin. La France a un terrain de jeu magnifique, mais c'est à des dizaines d'heures du centre-ville de Ouais, Paris. Fait qu'on l'entend souvent dans les histoires des expats, les gens qui partent d'ailleurs, qui ouais, choisissent le Québec. ouais. Et puis Cet attrait-là de la nature. exact. Puis pour ajouter, moi, je suis habitué. Le Liban, c'est un pays très petit.
Donc, j'étais dans ma ville natale, ça s'appelle Zahle, c'est à 900 mètres d'altitude. Je peux conduire 1 heure puis être sur la plage à Beyrouth. Je peux conduire une autre heure puis je suis en 3000 mètres d'altitude. Donc, je suis Wow. habitué à des courtes distances où tu peux être dépaysagé facilement. Ouais. Donc, je trouvais ça plus intéressant à Montréal. Puis, je sais pas, je trouvais que aussi au côté travail, ça fitait plus parce que j'avais plus d'opportunités ici. Donc, j'ai fait les papiers puis tout ça. Puis, ça s'est passé tellement vite, genre dans 4 mois, je pense que j'ai eu tout. Puis, OK, let's go, j'arrive à Montréal. Je connaissais personne à Montréal. Mon frère est à Gatineau. J'ai commencé à explorer dans la ville en termes j'avais toujours ma caméra, sortir dans les rues, prendre des photos, parler à du monde, parler avec des photographes, voir s'il y a quelqu'un qui fait de l'astro ici, tu sais. Puis, c'est ça, j'ai pas trop trouvé du monde qui faisait l'astrophoto de la façon que je voulais faire, d'une façon Mhm. que on va voyager pour explorer un terrain, un parc, quelque chose de même. Mais pour être plus le soir là-bas, oui, on va aller durant la journée pour l'explorer, faire des randos, etc. Mais on va rester le soir. J'ai trouvé des clubs d'astronomie. Il y a beaucoup au Québec des clubs d'astronomie jusqu'à aujourd'hui. Ça existe toujours. Les gens sont très actifs, sont très nice aussi, très accueillants. Mais les clubs d'astronomie sont souvent spécifiques à des villes où ils bougent pas du tout. Donc, ils ont Mhm. un centre d'observation quelque part. Pour Montréal, par exemple, leur centre, c'est à Hemingford, au sud. Ça s'appelle le SAPEM, le groupe, qui est associé à la Planétarium de Montréal, dans le fond. OK. Puis je faisais partie du groupe, mais en même temps, tu sais, c'était du monde qui voulait pas trop bouger. C'était souvent aussi des retraités. Donc, moi, je cherchais plus du monde de mon âge à peu près, peut-être, et Ouais. faire des connaissances, puis tout ça. Tout ce que tu aimes là-dedans, c'est oui, l'astronomie, mais le côté aventure aussi, de mettre Exactement. la lampe frontale, d'aller faire une rando de nuit, Ouais, tu sais, tout ce qui va avec ça. Puis pour après ça, aller chercher des clichés à des endroits qui sont peut-être ben, moins centrales, dans le sens où, tu sais, ouais, je veux dire, on a de la belle nature au Québec, on peut se rendre loin et profond assez rapidement. Puis tu arrives à des endroits où tu n'as plus de pollution. On appelle ça de la pollution lumineuse. la Tu sais, pollution lumineuse, c'est exactement, ça, ouais. la Ouais, pollution des grandes villes, tu sais. ouais, C'est assez vite. On peut rapidement s'éloigner, puis être dans, tu sais, je veux dire, je pense Montréal, Québec, c'est les endroits où tu as de la pollution lumineuse la assez plus. intense, Ouais, mais c'est pas si long s'en éloigner, faire pas du un tout. hike, quelques kilomètres, on monte une montagne, puis on a quelque chose. Toi, c'est ce qui t'intéressait, c'était le côté Exact. aventure. Puis pour faire ça, en fait, c'est important pour moi d'aller durant le jour, tu sais, assurer que j'applique tellement. Hier, j'avais un atelier sur les principes sans traces. Tu sais, je veux que je laisse pas de traces dans mes affaires. Je veux pas arriver le soir puis tu sais, ne pas voir où je marche ou des trucs comme ça. Tu sais, je veux m'assurer que je connais la région. Donc, je visite souvent les régions durant le jour, ou bien je vais revenir une autre soirée, ou bien je vais rester dans la région, tu sais, camper ou quelque chose comme ça pour prendre les photos que je veux le soir, dans le fond. Si Donc, on à veut faire un partir de... parallèle avec le trail, c'est un peu comme les gens qui vont faire de la reconnaissance de parcours. On Ah, s'inscrit à une tout à fait. course, on va Ouais, aller reconnaître le parcours avant d'être le jour avant. J. Toi, Exact. 2 jours, tu vas aller reconnaître le parcours pour que le soir, quand vient le temps de faire une aventure d'astronomie, d'expédition, que il y a des variables que tu connaisses parce que tu étais allé marcher le territoire, là. Ouais, tout à fait. Il y a plein de variables qui changent que pour moi, c'est plus important d'essayer d'être durant le jour pour les voir. Et donc, sur ça, c'est ça, j'ai commencé à faire ça solo au début, tout seul. J'ai rentré dans des groupes un peu Facebook, tout ça, puis j'ai comme, OK, ben, il n'y a pas ce que je veux, ça n'existe pas au Québec. Donc, je vais le démarrer, puis on va voir ce que ça donne. Puis j'ai créé un groupe sur Meetup à la base, qui s'appelait à la base Montréal Astrophotographers. J'ai mis en anglais, en français, les deux langues, puis je commençais à faire des meet-ups. J'ai loué comme une sorte de bureau pour rencontrer le monde durant le jour, au moins une fois, avant de lancer des voyages comme ça. Puis j'avais comme 6 participants. Puis les 6 m'ont dit, ben écoute, t'es au Québec, c'est tout le temps nuageux ici. Tu vas jamais voir les étoiles comme tu veux. La météo est pourrie. Écoute, on sait pas. On sait pas si on embarque ou non. Je suis comme, OK, c'est décourageant, mais tu vais tenter ma chance quand même. Tu sais, je suis curieux jusqu'au bout là pour essayer quand même une fois.
faire des événements, puis voir si les gens viennent, puis si on voit les étoiles, si on peut prendre des photos, etc. J'ai commencé à faire des événements. J'avoue, les 2 premiers événements, c'était quand même nuageux. J'étais encore découragé, mais j'ai pas arrêté. Et après le temps, en fait, à chaque événement, il y avait toujours du monde qui vient, genre, de plus en plus. Ça a commencé, on était 6. À un moment donné, avant la pandémie, on était 800 dans le groupe. Quoi? 800 personnes. Ouais, Wow! Je ouais, m'attendais pas à ça. ouais, c'est malade. Parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai passé de Meetup j'ai rendu le groupe sur Facebook. Puis c'est ça, c'est souvent dans les 800 personnes, dans mes stats, je pense que j'avais en moyenne par mois, il y avait 200 personnes très actives sur le groupe, dans un sens qu'ils veulent partager leurs photos ou demander des questions, etc. Et j'ai organisé des voyages gratuits à partir de Montréal entre 2016 et 2020 jusqu'à la pandémie, Ouais. une fois par mois. Donc, puis comment je décidais, c'était selon la météo. Donc, je dis, ben, selon la météo d'un côté, puis selon les événements d'astronomie. Donc, on s'entend, tout le monde connaît les Perséides qui se passent en août, mais il y a d'autres événements qui se passent à peu près tous les mois. Donc là, par exemple, en mai, c'est la belle saison de retour de la Voie lactée. Ça veut dire on va voir la Voie lactée semblant comme un arc dans le ciel le soir. Puis c'est une très belle opportunité de prendre une photo panoramique de cette Voie lactée. Donc, je vais organiser, mettons, j'organise durant mai des sorties comme ça pour ça. Puis, selon la météo, je regarde autour de Montréal des régions que, écoute, j'ai mis beaucoup d'énergie, de temps à explorer ces régions-là durant le jour. Ces régions-là sont souvent des régions publiques, donc ça veut dire ou bien un parc, ou bien même un champ où je pourrais voir si j'ai accès, si je ne dérange pas quelqu'un, ou parfois j'ai la permission des gens qui sont propriétaires. Donc, ça veut dire que toutes ces régions-là, j'ai visité durant le jour, puis j'ai marqué sur mon Google Maps. Puis voilà, ça a commencé comme ça. Depuis 2016, j'ai fait beaucoup d'événements gratuits, la communauté grandissait et tout. On a fait des soirées d'expo aussi à Montréal. Puis c'était vraiment cool parce que je rassemblais du monde un peu partout. Il y avait du monde vraiment partout, des Québécois, des gens qui viennent du Moyen-Orient, des gens qui viennent de l'Inde, de Pakistan, du Mexique. Puis à travers tout ça, comme je dis avant, je suis arrivé, je connaissais personne à Montréal. Ça m'a agrandi tellement mon réseau. Ouais. Tu t'es Puis, créé un cercle social autour des passions que tu avais déjà, puis ouais, tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un manque à combler. Tu sais, veux pas, ouais, toi, tu te dis, moi, ça me passionne de faire des aventures d'astronomie qui sont un peu plus aventureuses, justement, de se rendre à des endroits, d'aller voir le territoire avant, de faire des expés de nuit. Si toi ça t'intéresse, c'est sûr que ça intéresse d'autres gens. tout à fait. Puis à travers tout ça aussi, tu sais, en même temps, moi je courais juste tout seul. Je savais pas qu'il y a des groupes de course. Je pensais que les gens payaient pour ça, pour appartenir à un groupe, comme Ouais. un coaching. Puis c'est sûr que ça existe des coachs et tout. On s'entend, mais dans ma tête, c'était comment je courais tout seul. Puis à travers la photo, j'ai commencé à connaître des photographes qui sont aussi des coureurs. Donc, j'ai commencé à découvrir des communautés de course. Puis c'est par là où j'ai commencé, OK, ben, je vais aller aussi dans des communautés de course, puis agrandir un peu mon réseau. Puis vraiment, ça m'a fait tellement du bien à appartenir à des clubs qui sont dans la région où j'habite, mettons, à Montréal, ou tu sais, des gens qui veulent faire juste des sorties à chaque semaine pour le plaisir de courir ensemble. C'est juste ça, Ouais. simplement. C'est quoi tes endroits de prédilection pour courir à Montréal? Ben là, je cours un peu partout en Montréal parce que vu que mon horaire maintenant, ça change tellement d'une façon que si j'ai des événements à Mégantic, on n'a pas trop parlé de Mégantic pour l'instant, mais j'ai une maison à Mégantic où j'accueille le monde. Donc parfois, je suis là-bas. Donc quand je reviens à Montréal, je vais trouver, OK, ben si je reviens, mettons, un jeudi, c'est qui les groupes qui courent le jeudi? À travers de ça, est-ce que c'est proche? Je vais aller proche de moi. Donc, mettons, dans le coin de Villeray, Saint-Michel. Sinon, j'aime les groupes le soir. Le Run Right s'appelle le groupe à Griffintown. Parce que ça fait des grosses pentes quand même. Puis je trouve ça comme un peu challenging pour monter des côtes en courant. C'est cool. Écoute, tu parles de Mégantic, c'était le prochain sujet sur lequel je voulais Ah ouais? aller parce que je pense qu'elle a une place aussi spéciale dans ton parcours. On va se prendre une pause pour un message d'un partenaire, puis on se parle de Mégantic de l'autre côté. C'est la minute de la coach avec Natacha Gagné. T'es la personne tout indiquée pour répondre à ça parce qu'en plus d'être kinésiologue, t'es la fondatrice du Grand Club de course pour les enfants.
quelle est la durée distance idéale selon l'âge? Ça, c'est une question qui est très complexe, puis il n'y a pas de données scientifiques encore probantes à cet effet-là. Fait que je vais vous dire que le plus important, c'est d'être à l'écoute de notre enfant. Dans un match de soccer ou un match de baseball, on ne calcule pas la durée de course, l'intensité, le nombre de kilomètres que nos enfants vont faire. Fait que pourquoi on le calculerait en course à pied? Les fédérations sportives, comme la Fédération québécoise d'athlétisme, définissent des normes en événements. Ça pourrait être questionnable, mais c'est quand même correct de le faire. Je pense que vraiment la clé, c'est d'y aller avec le plaisir, puis le signe de santé physique de notre enfant. Fait que s'il s'exprime à l'effet qu'il n'y a pas de fun, on le force pas à courir. Puis s'il nous parle qu'il a mal en quelque part, bien, on l'écoute pour voir si ça vaudrait bien la peine d'arrêter. À chacun sa façon de gérer ses propres enfants. Excellent, merci beaucoup Natacha. Bienvenue! Parlons de Mégantic, sa mère. Ouais. Ça a une place spéciale, je pense, pour l'astronomie au Québec. Ça a une place spéciale pour toi aussi. Comment c'est arrivé sur ton radar, ça, le Mont Mégantic? Tellement, ben, c'était la première place au Québec où j'ai vraiment vu les étoiles et la Voie lactée. Quand je suis arrivé en 2016, je cherchais un peu partout, puis ça tombait direct sur les résultats des moteurs de recherche que c'est la meilleure place au Québec. Puis j'avoue que c'est la meilleure place pour observer les étoiles. Sauf si tu tapais, mettons, je sais pas, 10 heures de route. Ouais. Donc, je pose une question technique. On va entrer dans la portion de l'entrevue où j'ai des questions niaiseuses de gars qui connaissent rien à l'astronomie, mais que ça intéresse. Ouais. Qu'est-ce qui explique que Mégantic est cette espèce d'endroit qui est notre épicentre québécois de l'astronomie? Qu'est-ce qui explique que cette montagne-là, cette région-là, a ces meilleurs spectacles-là? Voilà, ben c'est une bonne question parce que c'était pas le cas avant. En fait, en 2007, c'était déclaré comme la première réserve mondiale de ciel étoilé. C'est la première au monde. Ah ouais? Ouais, c'est la première au monde. Il n'existait pas même avant. Donc moi, je tiens tellement au cœur cette organisation-là qui s'appelle IDA, International Dark Sky Association. Puis je suis dans le CA de IDA à Québec aussi pour aider, pour explorer les options pour avoir plus de réserves de ciel étoilé dans le Québec. Donc, pourquoi, en fait, Mégantic à la base? Parce qu'en astronomie, tu as besoin de deux choses importantes pour la faire. Tu as besoin un peu d'altitude pour avoir le moins possible de humidité, dans le fond. Du coup, ça te donne plus de transparence dans le ciel. Donc, même si le ciel est dégagé, s'il y a beaucoup d'humidité, qui est le cas aussi au Québec, en été, c'est très humide. Quand tu montes en altitude, tu perds cette humidité, donc tu gagnes en transparence. Transparence du ciel. C'est un avantage d'avoir des petites montagnes au Québec. C'est ce que j'entends. Oui, tout des à fois, fait. on se compare, communauté trail avec l'Ouest canadien, les Alpes, puis on se dit, ici, c'est des petites buttes. On s'amuse à nos petites buttes, mais je comprends que pour l'astronomie, pour l'observation d'étoiles, c'est un avantage à ce qu'on ait des montagnes plus basses. Oui, parce que, en fait, plus que tu montes dans l'altitude, tu vas gagner ça. Donc, c'est pourquoi tu vois tous les télescopes dans le monde sont installés sur des montagnes et pas en bas de la montagne. C'est vraiment plus en haut. L'autre aspect pour Mégantic, parce que c'est très proche de la frontière à l'est, puis dans la frontière des États-Unis, surtout du côté Maine, puis dans cette région-là, il n'y a pas de lumière du tout. Donc, c'est juste des montagnes là-bas, puis il n'y a rien. Donc, il y a vraiment il n'y a pas de pollution lumineuse dans la région là-bas. Donc, quand ils ont déclaré la réserve en 2007, ils ont fait un rayon de 50 kilomètres de protection de cette zone-là. Donc, imagine la lumière, depuis 2007 jusqu'à maintenant, elle n'a jamais changé à Mégantic, la quantité de lumière qu'on voit dans les villes, etc. Alors qu'à Montréal ou d'autres places, ça a augmenté parce que la population augmente. C'est un peu ça les deux aspects que je trouve importants. Puis écoute, c'est une très belle montagne. Les sentiers sont magnifiques. Si tu fais un traversée, si tu fais un 35 kilos, je pense, c'est vraiment wow, c'est magnifique. C'est un challenge. Puis moi, je suis un gars qui aime les challenges. Donc, monter Mégantic, je l'ai fait à pied, en vélo. Puis je sais pas si je peux faire d'une autre façon là. J'adore cette montagne-là pour vraiment l'explorer de plus en plus.
Je cherche en même temps, juste pour être certain, je couperai ce bout-là. Mais le marathon du Mont Mégantic, ça Oui, a-tu lieu cette année? c'est Je vais faire le lien, je cherchais ok. juste pour être sûr de ne pas dire une bêtise. Il y a aussi le marathon du Mont Mégantic qui a lieu depuis 1 an ou 2, mais là, ça a lieu Ouais. le 8 juin 2024. Je suis allé le chercher pour être certain de dire la bonne date, qui est un événement qui doit être magnifique. Est-ce que tu connais un peu les parcours qui empruntent? Tu dois aller t'amuser beaucoup dans ce coin-là. Toi, tu te connais les Je sais. sentiers, tu les Ouais. randonnes, tu les cours. C'est quoi ton endroit préféré, toi, pour randonner, courir à Mégantic? Ben, à date, j'en ai exploré un peu le Mégantic. Il y a deux secteurs. Il y a Franceville puis secteur de l'Observatoire. Secteur de l'Observatoire, excuse, c'est les plus proches à moi, donc je l'explore un peu plus. Les sentiers là-bas sont vraiment, mettons, ça monte quand même. C'est un dénivelé, je pense, de 500 mètres sur une petite distance quand même, de 5 kilomètres. Euh, c'est ça que je connais le plus, mais de l'autre côté, c'est vraiment un beau secteur pour, mettons, faire une randonnée, une sortie en trail, surtout pour le coucher de soleil, parce que c'est de l'autre côté de la montagne. Donc souvent, si je veux faire un coucher de soleil, je vais aller de l'autre côté. Le marathon lui-même, je connais pas trop de détails, les parcours, mais j'imagine qu'ils vont passer dans les deux secteurs, parce qu'il y a une traversée qui passe dans la vallée, dans le fond. Donc, traverser le parc d'un côté à l'autre, déjà, ça fait je pense, un 30 kilomètres ou quelque chose comme ça. Ouais, mais tu sais, je regarde, ils ont des distances de 7, de 15, de 21, de 42 et ils ont un 80 km, l'ultramarathon du Ouais, c'est ça. Mont-Mégantic. Fait que tu sais, c'est un terrain de jeu qui est magnifique. J'ai jamais fait l'événement, puis je pense que c'est un événement qu'on gagne à connaître, mais je suis déjà allé jouer dans ce coin-là, puis c'est magnifique, là. Ouais, c'est sur ma liste. Dans mon plan, en fait, c'est de commencer à faire plus des sorties comme ça, des trails. À date, j'ai fait juste le 21K de Montréal il y a peut-être quelques semaines. Puis j'ai fait vraiment un bon temps. J'étais content de Ouais, ma ça s'est bien performance. passé. Ouais, ouais. C'était ma deuxième fois à vie de faire un demi-marathon. Le premier, c'était en 2019 que j'ai fait en moins de 2 heures. J'ai fait, je pense, 1h50. C'était vraiment bien, mais j'étais tellement essoufflé après, je sentais pas bien. Donc, depuis 2019 jusqu'à maintenant, j'ai continué à m'entraîner de plus en plus. Puis là, je l'ai fait en 1h37. Wow. Euh, Vraiment Félicitations. en bonne forme et tout. Tout est bien passé. La vibe était parfaite. Et oui, merci beaucoup. C'était vraiment cool. J'aime ce demi-marathon. Vraiment la vibe comme le début du printemps. Ça se passe en fin avril. Excuse. Ouais, on sent que c'est le début de la saison pour beaucoup de monde. On voit C'est beaucoup de ça, c'est gens comme. même de la communauté trail, souvent le début de saison, on voit plein de trailers de la communauté se lancer sur le demi à Montréal, on en est à Boston cette année, mais à Ottawa, là, il Ouais, y a eu le demi-marathon de Lévis à Québec. Les gens vont aller chercher un peu de vitesse en début de saison, puis des fois, ça fait une belle base aérobique pour le reste de la saison pour le trail, mais reste. Ouais, j'avoue. c'est cool, félicitations pour ce Ouais, merci. 21-là. Euh, Tu organises des sorties d'astronomie à Mégantic, mais tu disais tantôt que tu as une maison à Mégantic pour accueillir les invités, c'est ça? Ouais, ben, j'ai créé, dans le fond, mon entreprise en 2020, juste avant la pandémie. Et à la base, mon idée, c'était juste sortir le monde de la ville pour faire des sorties comme ça, mais ça restait que ça dépend du temps de l'année. Ça se peut que tu vas rentrer très tard en ville, genre on parle de 4 heures ou 5 heures du matin. Donc, j'ai décidé d'investir puis acheter une maison où je peux accueillir le monde. Et en fait, j'étais chanceux de trouver cette maison en bas de Mont-Saint-Joseph, du parc de Mont-Mégantic. Puis cette année, ben voilà ce que j'essaie de faire. C'est dans ma mission, en fait, en fait, chaque fois que je parle à quelqu'un, je lui demande, ben, vous faites du plein air? Oui, vous courez? Oui, mais qu'est-ce que vous faites le soir? Tu sais, comme le soir, ben, je sais pas, un foot camp peut-être, on va dormir. S'il y a je sais pas, quelqu'un qui a une guitare ou quelque chose comme ça, ben, je dis, ben, ok, ben, moi, ce que j'organise, c'est vraiment des sorties guidées le soir. On Mhm. parle d'astronomie. Je fais aussi ce qu'on appelle du light painting. C'est une façon de créer avec la lumière. Donc, cette année, ce que j'ai fait, j'ai comme, ben, je vais jumeler les deux. Je vais faire des sorties d'astronomie le soir, mais le lendemain, on va les courir ensemble. OK. Ça va être des cours, des sorties amégantiques, dans le fond. Il y a différentes distances selon le groupe. Je vais m'organiser que ce soit correct pour le monde qui visite, dans le fond. Puis j'espère que, je sais pas, les gens aiment ça parce que à chaque événement que je fais, souvent mes événements sont sur plusieurs jours, sont 2 jours ou 3 jours.
Souvent, j'organise ça, puis les gens adorent. Donc, cette nouvelle formule, c'est plus 2 jours en total. C'est l'activité le soir, puis le lendemain, on va sortir ensemble. Donc, j'espère que les gens apprécient ça. On verra comment ça se passe. C'est une belle combinaison parce que, tu sais, je regarde, ça fait 192 épisodes que je fais. J'ai parlé à beaucoup de monde qui sont passionnés de trail, passionnés de course. Puis le dénominateur commun souvent de ces personnes-là, c'est aussi la passion du plein air, des grands espaces, de la nature. Puis la nuit, il y a tout un monde qui change, qui s'opère. Puis, tu sais, ceux qui écoutent, qui ont déjà couru de nuit, il y en a qui aiment pas, il y en a qui trouvent ça difficile, mais moi, personnellement, j'adore, puis je parle avec plein de monde qui disent « Ah, quand il a fallu que je m'entraîne la première fois de soir, de nuit, ça me tentait pas, mais j'avais une course où il y avait de la nuit, fait qu'il faut que je le fasse. » Puis il y a de quoi de vraiment trippant à se retrouver dans des sentiers que tu connais, puis que là, tu reconnais plus du tout, parce que là, t'as juste ton halo de lumière, t'as tes pieds à regarder, puis t'as les sons qui sont complètement différents. Je sais pas si c'est parce que nos sens s'éveillent davantage le soir, ou parce qu'il y a littéralement une vie animal qui s'active la nuit. Mais, tu sais, moi, je me suis entraîné souvent au Mont-Saint-Anne. Puis de jour, tu fais tes montées, t'entends les oiseaux, puis c'est tout. Puis c'est devenu une tradition, une fois par été, je vais faire une nuit blanche sur le Mont-Saint-Anne. Puis il y a une vie complètement différente qui s'opère la nuit. Tu vois des petits yeux de renard partout dans le bois, t'entends les choses. Puis je pense qu'il y a une combinaison de oui, la vie s'active, il y a moins d'activité humaine, donc la faune sort, mais il y a aussi une hypersensibilité qui se crée la nuit. On est plus sensible à ce qui se passe autour de nous. Puis il y a quelque chose de vraiment trippant à arriver sur un sommet. Je l'ai raconté plusieurs fois sur le podcast que mon premier 125 km à Ricana, dans le temps, on partait de nuit. On partait à 2h du matin à partir de la ZEC des Martes. Puis on monte le mont du Four, le mont du lac à l'Empêche. Puis à un moment donné, on arrive à un sommet en plein milieu de la nuit. Puis le gars avec qui je cours, que je vois pas, que je sais pas c'est qui, il me dit « Hey, on ferme nos frontales. » Puis t'es sur le sommet d'une montagne. Dans une course, t'as un dossard de pinée, mais tu t'en fous parce que tu fermes ta lampe frontale. Puis le spectacle qui s'opère est absolument magnifique. On a la chance que le trail, la course en sentier nous amène à des endroits qu'on n'aurait pas accès si on faisait pas ce sport-là ou si on faisait de la rando. Là. La course permet d'avoir une vitesse un peu plus grande qui fait qu'on peut aller un peu plus loin. J'ai goût de voir avec toi qu'est-ce qu'on peut observer dans notre période d'été, notre période de trail. Tu disais tantôt, les Perséides au mois d'août, on est habitué. On est habitué. On en entend parler, c'est toujours un beau spectacle. Moi, je sais qu'au chalet de mes parents, dans le fin fond des Monts-Valin, au Saguenay, on voit les étoiles filantes, c'est magnifique. Au mois de mai, tu parlais de la Voie lactée. Qu'est-ce qu'on peut observer pour les coureurs, les coureuses qui nous écoutent, qui ont des sorties de nuit à faire dans les prochains mois, puis qui pourraient en profiter pour avoir une petite expérience d'astronomie? Oui, tout à fait. C'est le ciel, en fait, à peu près chaque jour, ça change. On s'entend, ça bouge de 1 degré chaque jour. Donc, ce qui se passe, en fait, en ce moment, on est dans la saison de Voie lactée ou de retour de la Voie lactée. Ça veut dire le centre de notre galaxie, on va commencer à le voir vers à peu près minuit ou 11h le soir, dans la direction est-sud-est du ciel. À partir de ça, en fait, tous les 2 mois, 3 mois qui arrivent, c'est ça que l'événement le plus gros pour moi, c'est la photographie de cette Voie lactée. Il y a beaucoup d'autres pluies d'étoiles filantes qu'on ne parle pas souvent de ça parce qu'ils sont pas très, très connus. Donc, tout ça dépend de plein d'affaires aussi. On connaît les Perséides, c'est sûr, mais ce qui est l'élément comment je veux dire, qui change tout, c'est la Lune. Donc, par exemple, l'année passée, durant les Perséides, il y avait quand même, je pense, 90% de lune illuminée. Donc, le spectacle n'est pas le même s'il y a une lune ou non. Donc, ce que je vais arriver au monde, c'est quand même vraiment regarder s'il y a une lune ou non. S'il n'y a pas de lune, dans le fond, dans cette période, entre maintenant jusqu'à l'été, selon le mois où vous sortez, la Voie lactée va être dans une position différente à chaque période, mettons. Puis sinon, il y a d'autres pluies d'étoiles filantes. Il y a les Orionides qui se passent, je pense, si je ne me trompe pas, en juin, je pense. Il y a en fait, cette semaine, il y a une pluie d'étoiles filantes aussi, les Léonides. Puis, si on est chanceux, comme on était en 2020, ça se peut qu'il y a des comètes visibles à l'œil nu. Il y avait une comète qui s'appelle Neowise, qui était visible à l'œil nu pour à peu près 3 semaines.
Là, il y a un mois, il y avait une autre comète qui était visible à l'œil nu. Donc, ça, c'est des nouvelles qui on peut pas prévoir en avance, mais si vous gardez l'œil sur les nouvelles d'astronomie ou des pages qui publient ça, vous pouvez voir. Pour moi, ce qui est important quand on voit le ciel, c'est, je pense, autre que juste regarder la Voie lactée et tout ça, c'est essayer de comprendre ce qu'on voit. Donc, on s'entend, on est en 2024, donc vous avez tous des téléphones avec vous, j'imagine. Peut-être pas, mais les applications comme Skyview, ça vous aide vraiment à comprendre c'est quoi les constellations. Mhm. Il est cool que ces constellations, en moyenne, au hémisphère nord, sont à peu près les mêmes qu'on voit durant cette période-là. Il y a des constellations qui sont presque plus saisonnières, comme par exemple Orion. On le voit plus maintenant parce que l'hiver est passé. On va la voir l'hiver prochain, mais je recommande cette application-là pour que vous puissiez, au moins quand vous arrêtez, vous pouvez lancer l'application puis regarder, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on voit. C'est un peu, c'est pas de la réalité augmentée, mais dans le sens où on voit à travers notre écran, la caméra s'ouvre, on détecte la position dans laquelle on place le téléphone, puis ça nous donne des indications sur ce qu'on voit. C'est quoi le nom de l'application? Il y a Skyview puis Starwalk. Ok. Les deux applications sont gratuites. Puis ma préférée, elle s'appelle Stellarium. Ça existe sur PC, Android et iPhone aussi. Puis c'est sûr que, comment je peux dire, ça dépend où vous êtes là. C'est sûr que peut-être du trail, ça veut dire que vous êtes dans une région, dans un parc ou quelque part où il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse. Donc, vous avez cet avantage-là. Puis, je suis dans les groupes de course où j'y vais à Montréal. J'ai un ami qui amène toujours avec lui un petit trépied. Les OK. petits trépieds aujourd'hui, c'est comme, je sais pas si tu connais le Insta 360, la caméra d'action qui filme en 360. C'est OK, oui. le Magic Stick, dans le fond. C'est un petit trépied tellement, excuse, tellement portatif. Donc, vous pouvez juste facilement prendre des photos. C'est ça un peu ma passion, c'est jumeler les deux. Tu sais, quand on est en montagne comme ça, si jamais vous avez la chance d'amener ce petit trépied avec vous, avec un téléphone aujourd'hui, on est capable de prendre ces photos-là. On n'a plus besoin d'un appareil très sophistiqué pour ça. Qu'est-ce que tu recommandes, mettons qu'on voit quelque chose dans le ciel qui est beau? Parce que moi, me semble, les fois que j'essaie avec mon sel, je me dis, c'est plus beau que mes yeux qu'avec mon sel. Y a-tu en peu de temps, parce que je veux pas qu'on entre trop dans la Ouais. technicité de quelque chose qui intéresse 14 personnes sur l'auditoire complet, mais y a-t-il une façon, des réglages qu'on peut mettre C'est, pour réussir à capturer ça, ou on le vit que nos yeux puis c'est suffisant? Moi, je recommande vivre avec les yeux si possible. Je trouve Ouais. que c'est ça le plus important. Mais si vous avez le temps, amener un petit trépied, prendre la photo, c'est juste mettre un retardateur parce qu'il ne faut pas que votre téléphone vibre ou shake, genre durant la prise. Puis il y a un mode de nuit que vous pouvez activer sur iPhone ou sur Android. C'est un peu ça qui va faire la job pour vous. C'est une option magique, si on va l'appeler comme ça. Elle va aller chercher 10 à 30 secondes de temps d'exposition. Ouais. Euh, Puis vous visez la région du ciel où vous pensez que c'est vraiment le plus sombre, puis ça va vraiment sortir bien. C'est juste ça. Parlant d'aurore boréale, tu en as parlé tantôt avec ce que tu as pu vivre en Islande, puis c'est connu, là, l'Islande, c'est la terre des aurores boréales. Est-ce que c'est possible d'en observer au Québec? Combien de fois par année environ on réussit à le faire? C'est quoi les conditions qui peuvent le permettre, là? Ouais. J'ai besoin d'un cours aurore boréale pour les nuls One-on-one, ouais. parce que j'ai entendu parler qu'on peut en voir au Québec, mais je pense que c'est plus complexe qu'en Islande. Ouais, c'est un peu plus complexe. On s'entend, le Québec est énorme, là, mais si tu dis à Montréal, je dis ben nul. Il n'y a pas de chance. C'est assez rare. C'est tellement rare qu'on va les voir, juste à cause de la pollution lumineuse, pas Ouais. d'autre chose. Euh, les ors, en fait, j'en ai vu plusieurs fois depuis des années là au Québec. L'année passée, j'ai vu le plus au Québec. J'ai vu à Mauricie, à Mégantic, à Charlevoix, en Outaouais, à Tremblant. C'est sûr que les intensités des aurores boréales, ça change, ça varie selon le soleil, en fait. Ça provient du soleil. Donc, selon des rayons qu'on reçoit du soleil, ça peut changer. Puis, Québec se situe dans une zone on appelle sous-aurorale. Donc, ils ont classifié les zones. Plus que tu es au nord, plus que tu montes en latitude,
comme l'Islande, c'est à 66 degrés de latitude. Ouais. Elle est dans la zone aurorale, alors que nous, on est en 45, c'est une zone sous-aurorale. Donc, on a besoin d'une tempête solaire très, très forte pour avoir des chances. Euh, donc, c'est pourquoi, oui, c'est possible. Puis parfois, j'organise des sorties de chasse à l'aurore boréale. On va essayer de les trouver. Puis on a vu quelques fois dans les sorties, mais c'est toujours, ça reste des petites lueurs. Je trouve que les régions où c'était vraiment très, très fort, les aurores boréales, c'était plus vers Rimouski, vers Saguenay, ou comme par chance, j'ai eu 2 fois où c'était vraiment des fortes aurores, que j'étais juste à 1 heure de Montréal vers l'ouest, puis j'ai vu ça. OK. Mais c'est comme, ça se passe pas tous les jours, tu sais. C'est moins de chance. C'est pourquoi, moi, quand j'organise des voyages comme ça, je vais aller plus loin. Je vais souvent dans les territoires nord-ouest, à Yellowknife. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé une communauté de trail là-bas. C'est vraiment beau pour le trail aussi. Ah ouais, le territoire du passant. Nord-Ouest pour le trail, ça m'intéresse. Ouais. T'as découvert ça comment, cette communauté-là? Ben, comme ce que je fais, c'est comme je vais aller dans une région explorer puis chercher sur mes intérêts qui sont en ce moment photo, course. Puis photo, c'est la place pour les aurores boréales, on s'entend. Donc, je connais déjà quelques mondes déjà. Je suis allé 2 fois là-bas à Yellowknife l'année passée puis cette année, en mars. Puis en mars, la moyenne là-bas, c'est un moins 30 degrés. Durant le jour, c'est un moins 10. Puis tous les lacs sont gelés. Ils appellent ça le lac des Grands Esclaves. C'est un des gros lacs du Canada, dans le fond. Il est énorme, il est magnifique. Puis je suis comme, ah, ça serait cool de courir là-bas. Puis j'ai commencé à faire des recherches, Facebook et autres. Puis je suis tombé sur un groupe qui font des courses hebdomadaires, c'est à chaque semaine. Puis en fait, j'ai découvert qu'en fait, ils vont partir de la ville, trouver un sentier de trail. Il y a quand même plusieurs parcs là-bas. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé, mais ça reste vraiment des beaux sentiers à explorer. Puis à un moment donné, ils passent sur le lac. C'était vraiment cool de courir sur un lac complètement gelé, où les voitures vont quand même être en même temps, ils vont se déplacer à côté de toi, mais c'est énorme, le lac, c'est tellement large, donc c'est quand même sécuritaire. OK. Ah, les voitures qui passent directement sur le lac, là. Ouais, c'est ça. Entre le mois, je dirais je pense fin novembre jusqu'à mi-avril, ce lac, ça gèle, puis ça devient une route. Ça connecte Yellowknife à une ville autochtone qui s'appelle Deta. C'est vraiment très beau. Puis c'est ça que je vais, dans tous mes événements que je sors, je suis comme, je vais faire du trail. Je vais inclure dans mes événements des activités de trail. Donc ça s'en vient en septembre et mars. Je reviens là-bas. Puis on va faire durant le jour des sorties de trail. Puis le soir, des chasses aux arbres. Ouais. C'est un peu Wow. ça. Fait que là, c'est des gens qui écoutent, que ça leur parle, c'est sorti trail et astronomie. Pour le Québec, là, tu parlais de ça à Yellowknife, là, c'est intéressant, Oui. mais pour ceux qui s'intéressent pour cet été, pour cet automne, pour le Québec, comment on trouve les informations? C'est une bonne question. Je pense pas qu'il y a une vraie référence, sauf sur Facebook. Il y a un groupe qui s'appelle Alerte aux aurores boréales et un autre groupe qui s'appelle Aurores boréales du Québec. OK. C'est souvent des gens qui vont publier des annonces qu'il y a une activité. Moi, j'en ai mon propre groupe aussi sur Facebook. Si jamais les gens veulent, ils peuvent rejoindre. Chaque fois que je pense que les chances sont propices à sortir de Montréal, je vais organiser des quoi puis publier. Je m'en vais ce soir les chasser qui veulent venir. Tu sais. OK. C'est un peu Puis, ça. toi, c'est parce que tu suis les phénomènes météorologiques qui vont Ouais. venir impacter les chances d'avoir les aurores boréales. Fait que tu suis ça. Fait que si les gens te suivent dans les groupes, à un moment donné, c'est comme, OK, c'est ce Voilà. soir, on part, puis on y va. Exact, ouais. Puis ce qui est en fait difficile en ce moment, il y a pas un modèle facile à prévoir les aurores boréales. Il y a 2 gros modèles, puis 2 grandes, mettons, écoles. Puis c'est plusieurs données que tu vas voir. Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose qui va te garantir que tu vas les voir. Puis c'est des modèles comme les modèles de la météo qu'on voit, c'est des modèles, ça reste comme un forecast. Donc, il y a des chances que le modèle soit erroné, puis ça marche pas. Ouais. Donc, Il y a les ingrédients qui sont là, mais après ça, est-ce qu'ils vont se mélanger pour faire la recette? On le sait pas, là. exact. Donc, ça reste toujours une chasse. Pour moi, c'est toujours une chasse. Parfois, je vais aller, puis je vais être déçu, je n'ai rien vu. Souvent, dans des soirées comme ça, je vais quand même voir les étoiles parce que si j'organise une chasse, ça veut dire que le ciel est dégagé au moins pour Ouais.
essayez de voir les aurores. Donc, au moins, vous allez voir les étoiles, au pire des choses. Un peu comme les expéditions qu'ils organisent à Bergeronne, à Tadoussac, les expéditions de kayak sur mer pour voir des baleines. Ouais, Moi, je l'ai fait quelques fois avec ma blonde, on tripe bien gros à faire ça. Puis il y a des fois où justement, il y a énormément de baleines, puis tu vas là pour ça. Mais les fois qu'il n'y a pas de baleines, ça reste qu'il y a plein d'autres choses, plein d'autres phénomènes qui sont super intéressants à voir. Je pense que c'est la même chose dans le cas d'une sortie. Comme tu dis, c'est une chasse aux aurores boréales, fait qu'il y a une chance que ça marche, il y a une chance que ça marche pas. Mais dans tous les cas, tu te retrouves en nature, de soir, de nuit. Il y a un spectacle qui va se passer, peu importe c'est lequel. Puis c'est sûr que les gens vont en avoir plein les yeux, là. ouais, tout à fait. C'est souvent impressionnant, là. Tu sais, quand tu sors le soir, c'est une autre histoire qui se raconte, mettons. Ouais, exact. Et j'aime ça, c'est une autre histoire qui se raconte. Puis pour ce qui est des sorties trail et astronomie que tu organises à Mégantic, comment on prend les informations? Ça va être sur mon site web, puis j'ai un club Strava que j'ai lancé peut-être il y a 2 mois, avec les trajets où on va aller et tout. C'est déjà défini. Puis c'est ça, j'essaie de voir si je peux un peu explorer plus pour l'année prochaine, un peu partout, parce que oui, je suis basé à Mégantic, mais comme j'ai dit avant, je suis à Montréal, donc je suis un peu impliqué dans d'autres festivals de plein air. Je vais être par exemple au Festival Nord en septembre. Ouais, à Vallée du Puis, Bras-du-Nord. voilà. Puis moi-même, je vais faire l'épisode de la 30 km aussi. Donc, j'aime ça. Puis voilà, à voir pour les années prochaines qu'est-ce qui s'en vient là. Mais surtout sur mon site web, je dirais, ça va être toutes les informations. Parfait, je vais mettre le lien dans l'épisode. Fait que là, tu vas faire le 30 km à l'épisode nord de Trail. J'ai Ouais. reçu Loïc 2 fois au podcast pour parler de cet événement-là qu'il a créé. Ça va être la première fois que tu mets un dossard pour un événement trail. Oui, pour un trail, oui. Première Comment va fois. la préparation? Ouais, comment? Comment va la préparation? Ben, à date, j'ai pas fait de gros tours de préparation, je vais être honnête, là, mais je vais commencer, je pense, la semaine prochaine, parce que, en fait, j'ai eu, tu sais, tout le monde a vu ça, l'Eclipse en avril, Ouais. donc j'ai eu des grosses préparations pour l'Eclipse. Après ça, j'ai eu le 21K, donc là, j'ai fait le 21K, ça s'est bien passé. Là, je passe, prochaine étape, c'est le 30K dans l'épisode Nord. Je me prépare souvent en mégantic. J'aime ça le trail juste à côté de chez nous. Donc, je fais des petites sorties là-bas. Et on va voir. Je pense que ça va aller. Là, j'ai trop hâte. Je parle avec du monde, de leur expérience. Je connais du monde qui sont allés avant dans des sorties comme ça, puis du monde qui font des trails de distance un peu plus longues aussi. Tu sais, j'essaie de voir avec eux qu'est-ce qu'il faut prendre, tout ça. Je teste quelques produits aussi pour voir qu'est-ce que mon corps aime plus ou autre. Tu sais. Ouais. Donc, c'est un peu ça qui se passe dans les prochaines semaines. Ça s'en vient bientôt. Ça approche bientôt les dates. C'est en juillet, je pense. Ouais. Ouais. Ah ben c'est cool. J'arrive à la portion de la fin de l'épisode. On change le mood complètement. C'est les questions éclair NAC. Oh my C'est God. 10 questions à répondre le plus vite possible. J'essaie de trouver des questions qui vont être des réponses difficiles pour toi. En tout cas, je mets en opposition des choses qui peuvent être Ouais. difficiles. Je sors mon chrono. Puis Let's tu go. me dis quand t'es prêt, on se lance là-dedans. C'est parti. Let's go. Route ou trail? Trail. Hiver ou été? Hiver. Sentier roulant ou technique? Technique. Des plus ou des moins? Des plus. Question NAC, chocolat ou érable salé? Chocolat. Feuillu ou conifère? Et Sucré ou salé? secret. Roche ou racine? Racine. Éclipse ou aurore boréale? Ouf, tough one. Rare. Astronomie ou photographie? Photographie. Ah! C'est tellement difficile les T'es questions. Là. coincé à la fin, hein? C'est ça. 26 secondes, félicitations, sa c'est mère. Je pense que c'est à la fin que ça s'est corsé. Ouais. Éclipse ou aurore boréale, t'es allé avec aurore boréale, mais tu le disais tantôt, l'éclipse, j'ai l'impression que c'est comme le moment où l'astronomie, pendant quelques jours, a subi une espèce de traitement médiatique mainstream, puis cette petite Tellement, hein. passion-là, en fait, pas cette petite passion-là, mais cette passion-là que une petite communauté de gens au Québec vivent est devenue quelque chose de mondial. Tout le monde parlait que de ça. En tout cas, au Québec, ça a été assez massif. Comment tu l'as vécu, toi, l'éclipse? Moi, j'étais à Mégantic. C'était ma première éclipse totale. J'en ai vu une éclipse annulaire en Utah en octobre, puis 2 autres partielles, une en Islande, puis une au Québec. C'était magnifique. Écoute, c'est un des trucs que je dis, c'est Zenderful. Zenderful, c'est un nom composé en passant qui veut dire zen et wonderful. OK. Que C'est un pas terme décrit. que t'as inventé? Oui, exact.
Puis C'est parce que tu... Zenderful, ok, j'aime ça. Ouais, J'avais pas catché le mix entre la zénitude et le voilà. wonderful. Ben, je pensais en français, c'est peut-être Zénéfique, peut-être, mais Ouais, à j'aime voir. le Zenderful, on l'assume. Ouais. Puis, tu sais, quand tu demandes le monde sur leur expérience d'éclipse, c'est tout le monde, t'es comme, ben, je peux pas te décrire, c'est difficile à décrire. C'est un peu ça les aurores boréales, c'est un peu ça l'éclipse, c'est un peu ça mes sorties d'astronomie. Tu sais, tu peux pas facilement décrire. Il n'y a pas un vrai unité. Moi, j'étais un peu stressé, peut-être, mais j'ai réussi avoir une belle expérience parce que je pilotais 6 caméras. Ok. Euh, Puis une que j'ai gardée à mon chalet, qu'elle a réussi à prendre une photo. 2 autres qui étaient à Mégantic avec moi. Puis les 2 autres, c'était pour un autre photographe, cinéaste québécois qui fait des productions de 360 degrés dans les planétariums. Dans le fond, il était engagé pour filmer pour Mégantic. Il s'appelle Sébastien Gauthier, je le salue en passant. Puis c'est ça, la dernière caméra, c'était une caméra vidéo qui filmait un peu la réaction du monde. Ok. Donc, puis un petit télescope smart que j'avais aussi. Donc, j'avais beaucoup de trucs à régler. Puis on s'entend le moment de totalité, il faut enlever des filtres, mettre des filtres, tout ça. Donc, c'était quand même stressant de vivre tout ça, mais en même temps, prendre le temps pour le vivre moi-même, le voir, tu sais. Ouais. Euh, mais c'était vraiment un des plus belles choses que j'ai vues à ma vie, dans ma vie à date. Puis est-ce que tu as réussi, malgré le stress, malgré les contraintes techniques, à le vivre pleinement de tes yeux? Oui, oui, je Ouais. dirais que oui, mais tu sais, en alternance, c'est comme j'alternais entre, OK, je vois, OK, je change un truc sur ma caméra, OK, je fais ça. C'était un peu ça, puis c'est parfois une leçon à apprendre pour les prochaines, là, parce que c'est comme la première fois où je photographie une éclipse totale, donc c'est un peu ça. Mais c'est sûr que ça ne sera pas la dernière, là. Ça s'en vient la prochaine, 2026. Parce que là, on parlait qu'il y a des chasseurs d'aurore boréale, mais il y a aussi des chasseurs d'éclipse totale. On le sait, quelques semaines, même quelques jours avant l'éclipse totale à Montréal, on a appris le décès de Paul Oud, qui était une personnalité médiatique publique très connue, mais qui était un passionné de plein de choses. C'était une encyclopédie sur 2 pattes, mais c'était un passionné d'éclipse totale, puis il voyageait pour aller en voir. Puis c'est tellement triste oui, son décès, son départ, mais le fait que c'était une éclipse dans sa cour arrière à Montréal. Ouais. Il y a des gens qui vont parcourir des grandes distances pour aller le vivre ailleurs. Toi, tu disais 2026, c'est à quel endroit que tu vas te rendre pour pouvoir la voir? Je pense plus l'Espagne, alors que l'Islande, ça tient une belle place dans mon cœur, parce que je suis allé plusieurs fois là-bas. Mais l'Espagne, je pense que ça pourrait faire plus de sens. Ça va être tellement difficile aussi parce que c'est une éclipse où le soleil va être un peu sur l'horizon, un peu plus bas. Donc, souvent, c'est ça qui est. Parfois, tu vas avoir un ciel dégagé, mais peut-être pas à l'horizon. Donc, il faut qu'on prévoie ça là. Mais je pense que ouais, ça va être en Espagne. À voir. Très cool. Samar, ça a été vraiment un grand plaisir de découvrir plein de sujets qu'on n'avait jamais abordés à Pas sorti du bois. Je me surprends encore à 180 quelques épisodes de trouver des sujets comme ça qui sont nouveaux. Chaque fois que j'ai amené l'auditoire un peu champ gauche que j'appelle, donc on sort de notre modèle d'épisode typique où on parle de trail, on parle avec des athlètes qui ont récemment vécu une course, qui est une raconte de course, on raconte un récit. Chaque fois que je suis allé un peu champ gauche sur un sujet qui touche le plein air, qui touche la course d'une manière ou d'une autre, ça l'a toujours fait triper le monde parce que je pense qu'au final, on fait du trail, on fait du plein air parce qu'on aime l'environnement qui nous entoure. Puis tout ce que Ouais. tu nous as parlé aujourd'hui, c'est juste cette passion-là de ce qui nous entoure, puis de le vivre à travers quelqu'un qui a les connaissances techniques et astronomiques pour comprendre ces phénomènes-là. Ouais. Ça a été extrêmement intéressant. C'est un des épisodes dans lesquels j'ai le plus appris. Merci beaucoup, Samar, de ton temps. Merci beaucoup, Yannick, pour l'accueil. C'est vraiment intéressant, toute la discussion. J'ai tellement adoré aussi. Ben, c'est réciproque. Merci de ton temps. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique du podcast. Merci à mon ami Fred Desroches pour le thème musical. Merci à la belle gang de NAC qui est le partenaire officiel du podcast. Merci à Noctem qui m'a offert une belle double IPA, une donnée sa langue qui est très très bonne. Ceux qui aiment ce type de bière-là, ça compétitionne la catnip. Donc voilà, elle est très bonne. Toi, ta bière de l'Outaouais était bonne? Ouais, c'était super, là. Je recommande une Citra Galaxy de Chelsea Co.
On les salue. Merci beaucoup à eux autres. Merci, Samer. On te retrouve sur les médias sociaux sous le nom de Zenderful. Maintenant, on comprend même la signification derrière Zenderful. Je vais mettre tes liens dans la description de l'épisode. Les gens vont pouvoir te trouver. Puis, je vous incite à aller voir ce que Samer propose avec Zenderful. Les expéditions, du trail, l'astronomie, tout ça mélangé ensemble. C'est un méchant beau trip. Merci, Samer. Merci à tout le monde. Puis, je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.